Ces 30 dernières années, notre vision de l'univers et de la place de la vie a complètement changé. L'un des grands bouleversements responsables de ça, c'est la découverte des exoplanètes. D'abord quelques-unes, puis rapidement des milliers. On en a découvert des petites, des grosses, des très bizarres et d'autres assez prometteuses pour la recherche de la vie. On en connaît aujourd'hui plus de 6000, auxquels il faut encore ajouter plusieurs milliers de candidates. Cette première génération de découvertes souffre cependant d'un certain biais. On a d'abord détecté les exoplanètes les plus faciles à repérer, souvent grosses et très proches d'étoiles elles-mêmes assez petites, et on ne va pas se mentir, ce ne sont pas forcément les planètes qui nous intéressent le plus. Ce qu'on aimerait découvrir en grand nombre, ce sont des planètes semblables à la Terre, gravitant autour d'étoiles semblables au Soleil. On en a déjà identifié quelques-unes, comme Kepler 452b, mais pas assez pour savoir si elles sont banales ou au contraire extrêmement rares. Cette question, c'est exactement celle à laquelle pourrait répondre Plato, un nouvel observatoire européen qui doit décoller dans 6 mois. Grâce à une stratégie inédite, il devrait considérablement agrandir les catalogues d'exoplanètes et probablement faire émerger de nouveaux noms tout en haut de la liste des mondes les plus semblables à la Terre. Il est extrêmement difficile d'observer des planètes extrasolaires directement. Les distances sont prodigieuses et la faible lumière qu'elles reflètent est complètement noyée sous celle de leur étoile. Dans certains cas, avec de très bons télescopes et des dispositifs optiques pour cacher la lumière de l'étoile, on y arrive. Mais la majorité des découvertes se fait de manière indirecte. On observe l'étoile et on détecte l'effet qu'une planète a sur elle. Parmi ces méthodes indirectes, la plus efficace jusqu'ici a été la méthode des transits. Le principe est assez simple. Lorsqu'une planète passe devant son étoile, depuis notre point de vue, elle bloque une toute petite partie de sa lumière. Un peu comme une mini-éclipse. L'étoile devient alors légèrement moins brillante pendant un court laps de temps avant de retrouver son éclat normal. Et si cette baisse de luminosité se répète régulièrement, alors il y a de bonnes chances qu'une planète soit en train de lui tourner autour. C'est une méthode qui fonctionne très bien, capable non seulement de détecter des exoplanètes, mais aussi d'estimer leur taille, leur période orbitale, et parfois même quelques informations sur leur atmosphère. Le problème, c'est que le signal est minuscule, et qu'il faut être chanceux. L'alignement du système doit être favorable pour que les planètes passent devant leur étoile de notre point de vue. Et il faut être un peu chanceux sur le timing. Une planète qui passe devant son étoile tous les 80 ans aura bien du mal à être détectée, et encore plus à être confirmée. Cette méthode, mise en œuvre par les télescopes Kepler et TESS, est cependant responsable de la majorité des exoplanètes aujourd'hui connues. Et c'est elle qui va à nouveau être mise en œuvre par Plato, un nouvel observatoire de l'Agence spatiale européenne. À première vue, Plato ne ressemble pourtant pas vraiment à un télescope spatial classique. Là où des observatoires comme Hubble ou James Webb reposent sur un unique miroir gigantesque et extrêmement complexe, Plato adopte une philosophie presque opposée. L'observatoire européen ne sera composé non pas d'un seul instrument, mais de 26 petits télescopes travaillant ensemble. Une architecture assez inhabituelle, pensée pour maximiser le nombre d'étoiles observées simultanément, tout en conservant une excellente précision photométrique. Ces différents télescopes seront regroupés sur une même plateforme et orientés dans des directions très légèrement différentes, de manière à couvrir une portion immense du ciel. Plato ne cherchera donc pas à produire des images spectaculaires de galaxies ou de nébuleuses. Chacun des télescopes de Plato reste relativement modeste individuellement, avec une ouverture d'environ 12 cm seulement, très loin des dimensions impressionnantes de James Webb ou même de Hubble. Mais c'est précisément l'effet combiné de ces 26 caméras qui doit permettre à l'observatoire d'atteindre des performances remarquables. Ensemble, elles offriront un champ de vision gigantesque d'environ 2200 degrés carrés, une immense portion du ciel qui pourra être surveillée simultanément. Cela va permettre à l'observatoire de déployer une stratégie de détection ciblée. Plutôt que de balayer rapidement l'ensemble du ciel, comme le fait TESS, Plato passera de très longues périodes à observer continuellement les mêmes régions. L'idée est simple, plus on regarde une étoile longtemps, plus on augmente les chances de détecter des planètes éloignées de leur étoile, avec des périodes orbitales longues. Et ce point est absolument crucial.
Une planète située dans la zone habitable d'une étoile semblable au Soleil met souvent plusieurs centaines de jours à en faire un tour complet. Pour confirmer son existence avec la méthode des transits, il faut généralement observer plusieurs passages devant l'étoile. Cela demande donc énormément de patience et une stabilité instrumentale exceptionnelle. Cette stratégie devrait ainsi permettre à Plato de détecter beaucoup de planètes semblables à la Terre, notamment autour d'étoiles proches et relativement brillantes. Et c'est un avantage majeur. Une exoplanète découverte autour d'une étoile faible et lointaine reste souvent très difficile à étudier ensuite. Les planètes situées autour d'étoiles relativement proches et brillantes sont cependant d'excellentes cibles. Une fois la découverte réalisée, on peut mobiliser d'autres instruments, James Webb par exemple, pour obtenir de nouveaux indices sur leur masse ou la chimie de leur atmosphère. Grâce à sa stratégie d'observation, Plato va probablement mettre à jour certaines des exoplanètes les plus intéressantes de notre voisinage. Alors, vous vous demandez peut-être comment il est possible de détecter des planètes intéressantes, donc petites et assez loin de leur étoile, avec des instruments optiques aussi modestes. Entendez les guillemets. Une grosse partie de la stratégie de Plato consiste à d'abord établir une connaissance de l'étoile, pour ensuite découvrir les planètes. Il en est capable grâce à une technique dénommée astérosismologie. Les étoiles ne sont pas des sphères parfaitement calmes et homogènes. Elles vibrent en permanence. Des ondes traversent leur intérieur, rebondissent sur leurs différentes couches et provoquent de minuscules pulsations à leur surface. Ces oscillations modifient très légèrement leur luminosité et leur taille, parfois sur des périodes de quelques minutes seulement. C'est ce phénomène qu'étudie l'astérosismologie. Un peu comme des sismologues qui étudient l'intérieur de la Terre ou de Mars, les astronomes peuvent analyser les vibrations d'une étoile pour déterminer sa structure interne, sa masse, son rayon, son âge ou encore son évolution. Et plus les mesures de luminosité sont précises, plus ces informations deviennent fiables. Pour Plato, cette capacité est absolument centrale, car lorsqu'on détecte une exoplanète par transit, on ne mesure pas directement sa taille, mais uniquement le rapport entre la taille de la planète et celle de son étoile. Autrement dit, si l'on connaît mal l'étoile, alors on connaît mal la planète. En caractérisant extrêmement précisément les étoiles observées grâce à l'astérosismologie, Plato pourra donc déduire avec beaucoup plus de précision les propriétés des planètes détectées. Leur taille réelle, leur densité probable, mais aussi leur distance exacte à l'étoile, et donc les conditions de température à leur surface. Toute la stratégie de la mission repose en partie là-dessus. Ne pas simplement détecter des exoplanètes, mais construire le portrait le plus précis possible de systèmes planétaires potentiellement semblables aux nôtres. Aujourd'hui, quand vous regardez la fiche d'une exoplanète, vous verrez souvent des petits chiffres à côté des caractéristiques principales, qui décrivent le niveau d'incertitude. Ici, Kepler 452b a un rayon potentiellement 0,32 fois plus grand ou 22 fois plus petit que la valeur présentée, 1,63. Vu que l'unité de mesure est le rayon terrestre, ça fait quand même de belles marges d'erreur. Une planète 1,44 fois plus grande que la Terre, la valeur possible la plus basse, n'a pas grand chose à voir avec une planète 1,95 fois plus grande que la nôtre, la valeur la plus haute. À masse égale, ce sont des mondes complètement différents en termes de gravité de surface, de densité, de composition et donc d'habitabilité. Si on veut vraiment savoir quelles planètes sont potentiellement habitables, il faut à tout prix réduire ces marges d'erreur. C'est exactement la mission de Plato. Grâce à son travail d'astérosismologie, il pourra discerner très précisément le signal de la planète de celui de son étoile. C'est ce qui devrait lui permettre de déterminer le rayon des planètes qu'il découvre avec une marge d'erreur de seulement 3%. C'est un progrès énorme comparé aux détections que faisait Kepler. Il pourra également fournir des estimations de l'âge des étoiles avec une marge d'erreur de 10%, et ces mesures pourront être combinées à d'autres observatoires, exploitant la méthode des vitesses radiales, pour des estimations de masse avec une marge d'erreur de 10% également. Alors oui, 10% ça peut encore changer la donne, mais ça permettra de spéculer de manière beaucoup plus éclairée sur la composition et les conditions de ces planètes. Et là où les choses deviennent intéressantes, c'est que Plato va déployer cette précision en masse. Plato devrait observer plusieurs centaines de milliers d'étoiles au cours de sa mission, avec une attention particulière portée aux étoiles relativement proches et brillantes. C'est un point important car beaucoup des exoplanètes découvertes jusqu'ici orbitent autour d'étoiles lointaines ou trop faibles pour être étudiées plus en détail.
Plateau va essayer de construire un catalogue beaucoup plus exploitable par les autres instruments. Les étoiles ciblées se trouveront souvent à quelques centaines d'années-lumière seulement, ce qui représente notre voisinage proche à l'échelle de la Voie lactée. Mais surtout, Plateau observera certaines régions du ciel extrêmement longtemps, parfois pendant 2 à 3 années consécutives. Et cette durée est essentielle pour détecter des planètes semblables à la Terre. Une planète située à une distance comparable de celle de la Terre au Soleil met plusieurs centaines de jours à effectuer une orbite complète. Cela signifie que son transit devant son étoile ne se produit que très rarement, et encore uniquement si l'alignement est favorable. Pour confirmer de manière fiable qu'il s'agit bien d'une planète, les astronomes ont généralement besoin d'observer plusieurs transits identiques espacés régulièrement. Avec seulement quelques semaines ou quelques mois d'observation, ce type de planète passe donc presque toujours sous le radar. C'est un des atouts majeurs de Plateau. Il ne va pas essayer de détecter toutes les exoplanètes du ciel visible. Il va plutôt se concentrer sur de petites portions et faire jouer le facteur temps pour dévoiler des planètes particulièrement intéressantes. Normalement, une civilisation qui exploiterait un outil similaire à quelques centaines d'années-lumière de nous devrait ainsi être capable de détecter ainsi Vénus, la Terre et Mars dans notre système. En retour, on devrait donc être capable de détecter des planètes telluriques équivalentes chez eux. Et comme ces détections sont relativement proches, elles constitueront des cibles idéales pour des observations ultérieures, par exemple avec James Webb. Plateau fournira les paramètres orbitaux avec précision, et on pourra donc prédire les transits de ces planètes, même s'ils ne se produisent qu'une fois par an. Quand la date fatidique arrivera pour une planète jugée particulièrement prometteuse, on pourra solliciter James Webb ou des observatoires au sol pour peut-être, avec un peu de chance, aller chercher quelques indices de chimie d'atmosphère. Cela reste très difficile pour des planètes de cette taille, mais les travaux préparatoires d'astérosismologie devraient aider. Quelques années après le début de la mission, au tournant des années 2030, on devrait ainsi se retrouver avec un catalogue d'exoplanètes plus rempli, mais surtout plus intéressant. Plus de planètes telluriques, plus d'exotères, en orbite autour d'étoiles semblables au Soleil. Et n'oublions pas la suite. La NASA travaille déjà sur un de ses futurs grands observatoires, l'Habitable Worlds Observatory. Le nom est explicite. Un grand télescope dont la mission principale sera d'étudier des exotères. Gageons qu'une grande partie de ces cibles aura été mise à jour par Plateau. L'ESA, de son côté, suivra avec la mission Ariel au début des années 2030, un observatoire dédié à l'étude des atmosphères qui se concentrera sur 1000 mondes préalablement détectés. Là encore, je pense que les cibles découvertes par Plateau seront nombreuses. Allez, voilà qui boucle ce dossier de l'espace. Je vous invite à partager vos questions et remarques dans les commentaires. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.